Bonjour tout le monde. Je voudrais déjà vous remercier, comme disait le président de la Ligue panafricaine de Umoja tout à l'heure, Pierre Ebondi, d'avoir sacrifié votre après-midi pour venir à cette rencontre. Mais ma position en ce jour si particulier est également particulière. Excusez la tautologie, car étant à la fois résident toulousain et en même temps membre fondateur de la Ligue panafricaine de Umoja, je remercie donc le staff de notre organisation d'avoir fait déplacer l'ensemble des militants se trouvant en France actuellement, parce que là dans la salle, vous avez des membres de la Ligue panafricaine de Umoja qui sont venus de partout, même de Londres, de Marseille, de Paris, de Strasbourg, de Nantes, et j'en oublie, Nîmes, et qui sont venus pour participer à cet événement. Donc ils sont venus pour entretenir notre communauté, la communauté afro-caribéenne, sur les questions essentielles qui touchent à notre devenir. Je pense que René a déjà abordé une bonne partie. Par ailleurs, en tant que résident de cette ville, je m'associe donc à la communauté, nous Toulousains, pour exprimer notre reconnaissance à l'organisation qui s'est déplacée, encore une fois. Comme dit un proverbe bambara, celui qui apporte la cola apporte la vie. Naturellement, dans le propos, dans l'intention, dans le pourquoi de ce déplacement de la LPU ici à Toulouse, se pose clairement la question du sens de nos vies et de celle que nous allons laisser aux générations futures. J'ai donc l'insigne honneur de développer le thème sur les racines de la misère africaine. Mais avant toute chose, la Ligue panafricaine Umoja étant une organisation afro-caribéenne, j'aimerais signaler que les développements qui suivront sont valables globalement, autant pour le continent africain que pour le monde caribéen, à quelques exceptions près, car les phénomènes de domination, qui ici ont la particularité d'avoir les mêmes racines, conduisent grosso modo aux mêmes conséquences, au fond. Chères sœurs, chers frères, pour en venir à notre thème, donc les racines de la misère africaine, je dirais qu'il est courant de lire la presse ou les médias faire écho de la pensée dominante qui explique la tragédie africaine par la corruption généralisée, l'absence de transparence dans les élections, une coexistence incompatible entre ethnies, l'absence de la tradition étatique, et ainsi de suite. Or, cette façon de renverser les causalités, donc la chaîne des causalités, en faisant des conséquences, les causes d'un phénomène, n'est pas neutre et participe d'une stratégie bien pensée consistant à détourner le regard des Africains sur les véritables racines et les causes de la tragédie dont ils sont les premières victimes. Si nous reprenons juste 3 causes dans la litanie habituelle ressassée par les masses médias, à savoir la corruption, l'absence de transparence dans les élections et la question ethnique, nous les trouvons également dans les sociétés, entre guillemets, démocratiques occidentales, qui servent de modèle politique idéal vers lequel doivent tendre les États africains d'après la même pensée dominante. Il suffit de rappeler, puisque nous sommes en France, le scandale financier sous le nom de l'affaire Guérini à Marseille, la corruption des dirigeants du FMI et de la Banque mondiale, les nombreux autres scandales financiers relatifs aux rétrocommissions liant l'oligarchie politique de ce pays et l'industrie d'armement par exemple, les fraudes électorales devant conduire à l'élection du président de l'UMP dernièrement, ou encore les fraudes graves lors de l'élection opposant Al Gore à George Bush en 2000. Les différences ethniques entre un Corse ou un Lillois, ou le tribalisme belge entre les Wallons et les Flamands, malgré tout ils sont dans un seul État. La question que l'on peut se poser est de savoir pourquoi ces maux qui existent dans toute société humaine sont-ils si criards en Afrique? Est-ce que parce que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, comme certains esprits lumineux ont tenté de le dire en imitant leur maître de gueule? Est-ce par négrologie
c'est-à-dire par incapacité entre autres des Africains à sortir de la dépendance, pour citer un autre amoureux curieux de l'Afrique, pour ne pas le nommer Stéphane Smith. Évidemment, non, nous disons 3 fois non. La différence entre les États africains et les autres se résume en un seul mot: souveraineté du peuple. Car si la souveraineté en elle-même ne résout pas tous les maux, elle donne au peuple, néanmoins, le pouvoir d'instaurer une bonne justice afin de combattre la corruption et installer ainsi, et atténuer, ainsi les dégâts de ce fléau dans les sociétés. La souveraineté permet au peuple de mettre en place les instances crédibles de contrôle des élections. La souveraineté permet au peuple de réagir contre l'instrumentalisation ethnique, etc. Elle ne peut pas tout, mais elle peut beaucoup. Sans souveraineté, il n'y a pas de développement. Sans souveraineté, il n'y a pas d'élection démocratique. Sans souveraineté, prendre les élections comme critère de bonne santé démocratique d'un État, c'est un vaste cirque. Pourquoi donc l'Afrique a perdu sa souveraineté? C'est la question qu'on devrait se poser. Pourquoi? Or, cette question est éludée par la pensée dominante. Elle préfère nous distraire avec la corruption endémique, comme si elle était consubstantielle aux Africains, nous endormir avec les propos lénifiants sur les élections non transparentes et les prétendues oppositions ethniques, qui sont pour certains plutôt des faits réels, mais qui ne restent pas moins des conséquences et non les causes de la tragédie africaine, justement. Si l'Afrique ne jouit pas de sa souveraineté, la raison en est simple, tout le monde le sait, mais la lâcheté et la capitulation font que l'on n'ose pas lever le couvercle. La vraie raison est que la décolonisation n'a vraiment jamais eu lieu. L'Afrique a gardé les mêmes structures sous la colonisation. L'Afrique a gardé les mêmes structures sous la colonisation, entre autres l'économie extravertie. Il n'y a pas de différence entre les économies africaines aujourd'hui et les années 50. C'est exactement la même chose. Rester éternel pourvoyeur de matières premières, comme si les Africains ne pouvaient pas avoir des industries sur place et répondre aux problèmes de l'emploi et de l'éducation. Une aliénation du système éducatif, c'est toujours les mêmes choses, puisque vous savez bien que la francophonie domine notre système éducatif. Hein. La réalité d'un pouvoir politique entre les mains des anciennes puissances coloniales, mais représenté localement par les satrapes, c'est-à-dire des despotes barbares et crapuleux, s'appuyant sur une oligarchie comprador, esclavage monétaire, comble de tout, les anciennes colonies confient leur défense militaire aux ex-colonisateurs. Plus d'un demi-siècle après les indépendances nominales, ce système a montré ses limites dans toutes ses conséquences. Partout, c'est la misère. Les guerres civiles fratricides, absence de système de santé, le chômage galopant, le sida, la pauvreté indicible, la malnutrition infantile, génocide au Rwanda, à Dieu en Côte d'Ivoire, massacre des Séléques en Centrafrique, fuite de la jeunesse vers l'Europe dans les embarcations de fortune avec comme conséquence le naufrage odieux de Lampedusa, symbole ultime de ce système mortifère qui assaille l'Afrique. La question que l'on peut se poser est de savoir, est-ce que le chaos qui règne en Afrique était inévitable avec et dans le même système actuel? Est-on surpris de la tournure des événements? Est-on surpris réellement? Évidemment, non, et 3 fois non. Aucun pays au monde anciennement colonisé ou occupé ne s'est développé en gardant les structures coloniales intactes, ou même en les aggravant, en confiant sa destinée à l'ancien colonisateur. C'est vrai pour les États-Unis d'Amérique contre les colons britanniques, c'est aussi vrai pour la France contre l'occupation allemande, c'est aussi encore vrai pour la Chine contre les Japonais. Non, seuls les États africains ont cru faire le contraire, contre toute logique, contre le bon sens le plus élémentaire. On pourrait nous objecter, mais qu'il n'y avait pas d'autres alternatives, que tous les Africains avaient accepté ce système, comme avec l'esclavage d'ailleurs, n'ayant eux-mêmes aucune proposition. Là aussi, nous répondons évidemment non, et 3 fois non. Pour mémoire, nous rappelons le combat courageux du Premier ministre Patrice Lumumba, lâchement assassiné par une coalition colonialiste belgo-américaine en 1961, avec la complicité d'une oligarchie comprador composée de la paire Moïse Tshombe, Désiré Mobutu. On peut rappeler le souvenir de l'UPC du Cameroun avec les leaders immenses et dignes assassinés par le colonialisme français, comme Oumniobé en 1958, Félix Mounier en 1961, Osende Afan en 1966, Ernest Rwandi en 1971, avec la complicité du satrape Amadou Ahidjo. Il nous revient aussi le souvenir de Sylvanus Olympio, du Togo assassiné au pouvoir par le satrape local et Yadema.
exécutant des basses besoins de l'ancien occupant. Nous n'oublions pas enfin la liquidation de Bangui Chari, l'actuelle Centrafrique, de l'aile nationaliste qui devait succéder à Barthélemy Boganda, conduite par Abel Goumba. Et dans les Caraïbes, la résistance a toujours été au rang de cause. On peut rappeler le souvenir des Quilombo au Brésil et les républiques nègres fugitifs, les Palanques, qui livrèrent un combat héroïque contre l'Empire espagnol. Comme nous venons de le voir, les Africains se sont toujours dressés contre la direction nommée néocolonialisme ou la France-Afrique, pour employer les termes du néologisme moderne. Mais les Africains ne sont pas seulement opposés. Ils ont mis en garde et ils ont proposé d'autres voies que l'arrimage servile aux anciens colonisateurs. Ainsi, Barthélemy Boganda, au tournant des indépendances, indiquait à ses pairs Fulbert Lulou et Léamba qui avaient choisi l'arrimage, anciens colonisateurs, au lieu d'un État fédéral d'Afrique centrale, qui aurait dû s'appeler République centrafricaine, qui devrait être son vrai nom, puisque tout le monde fait fi de comprendre que la Centrafrique n'a pas de nom, c'est un pays sans nom. Non, ce nom voulait dire État fédéral d'Afrique centrale. Il disait en substance ceci: la division, le tribalisme, l'égoïsme ont fait notre faiblesse dans le passé. La division, le tribalisme et l'égoïsme feront notre malheur dans l'avenir. L'union fait la force. L'indépendance dans l'isolement est une dangereuse illusion. Notre unité sera la condition sine qua non de notre indépendance. Voilà pourquoi les partisans de l'indépendance sont aussi les partisans de l'unité de l'Afrique centrale. Quant à Kwame Nkrumah, au moment de la création de l'OUA en 1963, il disait justement ceci: nos problèmes actuels ne peuvent être résolus par les actions sporadiques, ni par des pieuses résolutions. Il nous faudra rien moins que l'action unitaire d'une Afrique unie. Nous en sommes déjà au point où il faut nous unir sous peine de sombrer dans une situation comparable à celle de l'Amérique latine, proie involontaire et misérable de l'impérialisme après un siècle et demi d'indépendance politique. À moins que nous ne le réalisions, l'unité maintenant, nous qui siégeons ici en 1963 serons les victimes et les martyrs du néocolonialisme. On pense qu'aujourd'hui on peut en compter sans s'arrêter. Tous les chefs d'État africains qui ont osé un peu lever la tête ont été victimes de ce néocolonialisme. Nous sommes en 1963. Il y avait déjà des États qui étaient indépendants en Amérique latine depuis un siècle et demi, qui connaissaient le même système que les Africains. Donc on savait que si nous prenions cette voie, ce qui allait arriver. Enfin en 60, c'est Cheikh Anta Diop qui fait la prédiction la plus précise de ce que l'Afrique serait ou sera si elle ne prend pas garde dans son livre Les fondements d'un État fédéral, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Je cite: l'Afrique noire serait non balkanisée. Pour Cheikh Anta Diop, les Balkans étaient même un peu stables, car les régimes des Balkans sont relativement stables, mais sud-américanisée. Elle verrait une prolifération de petits États dictatoriaux, sans lien organique, éphémère, affligés d'une faiblesse chronique, gouvernés par la terreur, à l'aide d'une police hypertrophiée, mais sous la domination économique de l'étranger, qui tirerait ainsi les ficelles à partir d'une simple ambassade, comme ce fut le cas au Guatemala, où l'on assista à cette situation extraordinaire. Une simple compagnie étrangère, United Fruit, des États-Unis, renversa le gouvernement local pour lui substituer un autre à sa convenance, en liaison avec l'ambassade américaine, prouvant ainsi la vanité de la prétendue indépendance d'un tel État. Pour éviter un tel sort à l'Afrique noire, l'idée de fédération doit refléter chez nous tous, et chez les responsables politiques en particulier, un souci de survie, au lieu de n'être qu'une expression démagogique, dilatoire, répétée sans conviction du bout des lèvres. Aujourd'hui, nous étions en 60. On l'a peut-être traité de fou à l'époque. Mais cette situation, c'est la description claire de quasiment la majorité des États africains. Peut-être même pire. Chères sœurs, chers frères, comme nous venons de le voir, d'autres voies ont été suggérées par les Africains eux-mêmes. Beaucoup ont payé très cher de leur vie au nom du patriotisme africain. Cette voie était claire et demeure d'actualité. L'indépendance immédiate en quittant le giron du sous-développement scientifique programmé, organisé de l'occupant, mais en s'unissant dans un État fédéral. En effet, dans ce bas monde, où la puissance militaire, diplomatique, économique, commerciale rime avec le rassemblement politique, il n'y a pas de place pour les petits États et les proto-nations, pour parler comme Ziegler. Face aux États-Unis d'Amérique, rassemblant plus de 50 États, face à l'Union européenne, dont les États individuellement pris sont déjà forts, militairement, économiquement, face à la Fédération de la Russie, qui représente une puissance nucléaire et commerciale, face aux États continents comme l'Inde, la Chine, respectivement puissance nucléaire et puissance commerciale,
Que valent nos États pris individuellement dans le concert des nations, sinon des proies faciles et involontaires de l'impérialisme conjugué de l'Occident et d'Orient? Nous devons nous faire violence contre nos micro-nationalismes de bazar, de clochers, de folklore, qui ne nous protègent contre aucun fléau, ni militaire, ni sanitaire, ni économique, ni culturel, sinon rester éternels, vulnérables et proie de l'impérialisme violent qui s'est abattu sur nous voilà plusieurs siècles. Chères sœurs, chers frères, l'heure est venue. Le moment est venu. Le temps du devoir nous appelle afin d'arrêter avec nos couardises, nos trahisons, nos capitulations historiques, nos palinodies, les mensonges, les reniements, les manipulations tribalistes, la collaboration éhontée avec l'occupant. À la racine de notre tête, des chaînes sont rivées qui nous empêchent de penser, de regarder, de marcher, de rêver, de sentir. Nos chaînes, nous les forgeons nous-mêmes, inlassablement, avec énergie et application d'ailleurs. Oui, chers frères, chères sœurs, chers frères, nous autres forçats du XXIe siècle, nous n'avons rien à perdre, sinon que nos chaînes, au lieu d'attendre, brisons-les. Sankara disait justement que l'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. C'est pourquoi il nous revient de nommer nous-mêmes notre propre réalité. Il n'y a pas de fatalité. Il y a des responsables du chaos qui sévit en Afrique. Car le mal africain existe, il a un nom. Il est identifiable. Ce sont les satrapes nommés Sassou Nguesso, Ali Bongo, Blaise Compaoré, Idriss Déby et l'ensemble des oppositions politiques alimentaires qui refusent de poser clairement la question essentielle du retour à la souveraineté, instrumentalisant le fait ethnique dans les cirques électoralistes. Mais le mal africain s'appelle aussi de manière lucide et conséquente, comme disait Césaire, le FMI, le Fonds de la misère instantanée, la Banque mondiale, le Club de Paris, le Club de Londres, toutes les bases militaires étrangères qui occupent notre continent, la répression monétaire à travers le franc CFA, les multinationales opérant dans le pétrole et dans les autres minerais, la francophonie et tous ces artifices, les dettes odieuses, les dettes de la mort, qui n'ont d'autre objectif que de dilapider les droits économiques et sociaux des peuples africains. Mais, chères sœurs, chers frères, une insurrection contre le franc CFA ici, une révolte isolée contre les bases militaires étrangères là-bas, une lutte sectorielle contre les PAS, les plans d'ajustement structurel, ou son relooking dit PPTE, pays pauvres très endettés, toutes ces luttes sont légitimes et nobles en soi. Mais tant qu'elles demeurent catégorielles, sectorielles, territoriales, régionales, hélas, 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 elles ne mèneront à une vraie lutte de libération continentale, qui se veut ample, massive, totale, définitive et surtout coordonnée, organisée. C'est pourquoi notre organisation, la Ligue panafricaine Umoja, qui est aussi la vôtre, a mis le cap sur la construction d'une organisation fédérale, dans laquelle se reconnaîtront tous les courants panafricanistes, acquis à la finalité de l'État fédéral avec les conséquences logiques, monnaie commune, défense commune, citoyenneté unique, et ainsi de suite. Mais l'État fédéral postulé par les pères du panafricanisme ne s'imposera pas de lui-même. Même si l'on était amené à l'imposer par la force, il faudrait que l'esprit fédéral le précède. Or, pour développer l'esprit fédéral, nous devons construire une seule organisation, car un panafricaniste conséquent doit contribuer par son action à propager l'esprit fédéral. Être dans une chapelle idéologique en refusant de se rassembler aux autres, au nom d'une certaine rigidité intellectuelle, ne cadre pas avec l'esprit fédéral. Au sein de la Ligue panafricaine Umoja, nous admettons les nchromistes, comme l'a dit le président, les djokiens, les lumumbistes, les bogandistes, au nom du débat interne permanent, garanti, mais dans la discipline. Chères sœurs, chers frères, lorsque nous nous battons, lorsque nous luttons ensemble, rassemblés, c'est une victoire nette sur l'impérialisme, car il nous a morcelés, il a disséminé nos peuples partout sur la planète. Être rassemblés, même avant l'État fédéral effectif, est un échec cinglant que nous infligeons à l'impérialisme, qui avait cru nous diviser à jamais. Les panafricanistes doivent cesser avec ce paradoxe qui consiste à réclamer l'unité du peuple africain alors qu'ils sont eux-mêmes organisés en petites chapelles. La Ligue panafricaine Umoja lance donc un vibrant appel à tous les panafricanistes
à rejoindre avec elle l'arène politique, le lieu où tout se décide. Ce champ ayant été laissé à la bourgeoisie comprador et autres satrapes, nous en payons les conséquences tous les jours. Nos revendications sont éminemment politiques. Et c'est dans la politique que nous trouverons les réponses aux maux qui assaillent notre peuple. Chers frères, chères sœurs, si la parure d'une âme est sa sagesse, celle d'un État ou d'un peuple, ce sont ses héros, soyons fiers et dignes d'être la parure de nos sœurs et de nos frères aliénés, déculturés, humiliés et détruits par la violence de l'impérialisme. Entre l'esclave et le maître, aucun compromis n'est possible. Omo Jani Ngouvu.